une mesure que refusent d'admettre ces antiquaires. Le problème du foncier demeure une problématique récurrente au Sénégal, notamment dans la zone des villages lébous. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis, le Front unitaire des syndicats d'enseignement suspend son mot d'ordre de grève. Une décision prise après une concertation entre la base et les syndicalistes. Toutefois, ces enseignants continuent de déplorer les menaces de l'État pour le FUSE. L'État veut humilier les enseignants. Ils ont tenu un point de presse cet après-midi en présence d'Ibrahim Fall. Voici son compte-rendu. Fin de la récréation. Les potaches peuvent désormais compter sur le front unitaire des syndicats de l'enseignement. Ces enseignants ont décidé de suspendre leur mot d'ordre de grève. Non, on ne fait que suspendre. Nous avons plusieurs stratégies. L'année n'est pas encore terminée. Donc nous avons suffisamment de temps, suffisamment d'opportunités et de stratégies pour ramener le gouvernement à la raison. Mais nous espérons qu'il agira avec responsabilité en ne mettant pas en péril la paix dans le secteur, en ne mettant pas en péril également le reste de l'année scolaire. La crise scolaire perdure depuis une dizaine d'années. Les enseignants pointent du doigt l'État qui, au lieu d'apaiser le climat social, menace les acteurs de l'éducation. Nous ne discutons pas de la légalité, mais c'est l'opportunité et la légitimité de l'acte posé par le gouvernement en violant les droits des enseignants parce qu'une ponction obéit à des normes, à des règles qui ont été systématiquement violées par le gouvernement du Sénégal. Nous avons également constaté un empressement du gouvernement dans la mise en œuvre des réquisitions qui, à l'arrivée, constitue pour nous une volonté du gouvernement d'humilier les enseignants. Le gouvernement du Sénégal ne peut pas, depuis des années, violer sa parole, violer sa signature, en refusant d'appliquer les accords signés et opposer aujourd'hui la loi aux enseignants. Et cette loi même qu'il oppose aux enseignants, il la viole dans sa mise en œuvre. Le FUSE retourne en salle de classe au moment où le QSEMS et le CEMS durcissent le ton avec des grèves répétitives. Et pourtant, l'année scolaire tire à sa fin. La traque des biens supposés mal acquis doit-elle se poursuivre après la libération des co-détenus de Karim Wade? Des Sénégalais pensent que la réduction des comptes doit suivre son cours, une position que d'autres ne partagent pas. Plus de détails avec Kodenjai. Bibo Bourgi, Alioune Samba Diassé, Pape Mamadou Pouy bénéficient d'une liberté provisoire. Le chef de l'État parle d'une possible libération de Karim Wade dans le courant de l'année 2016, ce qui pousse certains à s'interroger sur l'avenir de la traque des biens supposés mal acquis. Certains plaident pour sa continuité. Cela ne doit pas s'arrêter. Cette traque doit continuer car personne ne peut se permettre de s'enrichir illicitement. C'est très facile, cela freine le développement. Puisque ces co-détenus ont été libérés, ce n'est plus la peine de retenir Karim en prison. Ça n'a pas de sens. D'autres, par contre, estiment que cette traque doit être tout simplement suspendue, car n'ayant plus de sens à leurs yeux. On a libéré ces co-détenus et lui, il reste en prison, alors qu'on nous avait fait savoir qu'ils ont volé notre argent. Aujourd'hui, on parle d'une probable libération. De qui se moque-t-on? C'est insensé. Moi, j'étais pour la traque des biens mal acquis, mais ces propos du chef de l'État prouvent que cette traque est un échec. Ils n'ont rien trouvé. La traque des biens supposés mal acquis risque de connaître une nouvelle tournure avec cette libération des co-détenus de Karim Wade, une situation qui pousse les uns et les autres à se poser des questions sur le sort de cette traque des biens supposés mal acquis. Un an après leur mémorandum qui leur a valu une expulsion du Parti démocratique sénégalais, les démocrates réformateurs Yessal se sont réunis ce mercredi pour analyser la situation actuelle du pays. Ils ont dénoncé cette première phase du dialogue national. Modou Diagne, Fada et compagnie ont par ailleurs réitéré leur engagement pour la libération de Karim Wade. Abigail. Les démocrates réformateurs ont dénoncé la première phase du dialogue national qu'ils jugent dialogue de compromission. Dialoguer dans une démocratie, dans un état de droit, ne devait pas être un événement. Ça devait s'inscrire dans l'ordre normal des choses. Mais tel ne semble pas être le cas au niveau de notre pays, pourtant qui se targue
d'être une démocratie majeure. Mais nous sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour un dialogue franc, mais pas pour un dialogue de compromission. Modou Diagne Fada et compagnie réitèrent leur engagement dans le combat pour la libération de Karim Wade. Nous avions, en son temps, quand nous étions au PDS, réclamé sa libération. Ce n'est pas parce que nous sommes aujourd'hui au niveau de LDRISL que nous allons cesser de réclamer sa libération. Nous pensons que le frère Karim Wade doit être libéré. La crise scolaire n'a pas laissé indifférents les réformateurs. Ils dénoncent le bras de fer entre l'État et les enseignants. Aujourd'hui, la situation est en train de s'empirer parce que le gouvernement a lancé des réquisitions. Certains enseignants ont accepté, d'autres sont en train de refuser. On ne sait pas où est-ce que cette situation peut nous mener. Et c'est la raison pour laquelle, en tout cas, nous comptons sur les fibres patriotiques du gouvernement et des enseignants pour mettre un terme à tout cela, à permettre aux élèves de faire leurs examens, à permettre aux élèves de terminer leur composition et peut-être de reprendre le combat l'année prochaine. Un an après leur mémorandum qui s'est soldé par une expulsion au sein du Parti démocratique sénégalais, Modou Diagne Fada et compagnie étaient en conclave pour analyser la situation actuelle du pays. Les réformateurs ont dénoncé leur invitation tardive au dialogue national, la raison principale de leur absence à ce rendez-vous. À Saint-Louis, la mairie continue sa lutte contre l'occupation illégale des voies publiques. Les opérations de déguerpissement des rues ont repris dans la région du Nord. Selon les récalcitrants, la commune de Saint-Louis n'a pas accordé un délai suffisant. Le conseil municipal nie ces déclarations, suivant les différentes réactions au micro de Gambi Diagne. On dénonce l'acte du maire, quoi. Le maire doit leur aider. Parce qu'actuellement, ils n'ont pas là où partir. C'est pas ça exactement. Nous avons donné des sommations avec un délai de 10 jours. C'est des sommations de 10 jours avec ampliation au niveau de la préfecture. Donc nous sommes passés avec une visite de reconnaissance avec toutes les autorités. J'étais là avec les adjoints au maire, avec le préfet, avec l'urbanisme, cadastre et les domaines. On est passé, après l'expiration des sommations, des délais de 10 jours, nous sommes passés pour faire une reconnaissance et c'était une occasion de les sensibiliser et de faire une sommation verbale pour leur dire que l'action qui va suivre maintenant, c'est la démolition et le déguerpissement. Donc, mais malheureusement, vous savez, ils disent que bon, ils ne vont pas passer. Bon, donc chaque fois, ils sont toujours surpris. Même si on leur distribue des sommations, ils restent et ils attendent au dernier moment que les gens soient là pour nous demander encore un délai supplémentaire, ce qui n'est pas possible parce que nous mobilisons tout le matériel de la commune. Les populations du village de Ndramé Dim réclament de meilleures conditions de vie. La cité religieuse qui accueille chaque année des milliers de talibés à l'occasion de la ziara dédiée à Matar Kaladramé, son fondateur, n'a ni eau potable ni électricité et les routes sont impraticables. Le gouverneur de la région de Kaolack promet de transmettre les doléances des populations aux autorités. Un reportage signé Mamadou Diop. Ndramé Ndimbu, ce patelin de la commune de Kermaba, est un village laissé en rade selon ses populations. Situé à quelques encablures de la Gambie, Ndramé Ndimbu est confronté à d'énormes difficultés. Le village ne dispose d'aucune infrastructure socio-économique de base. Il n'y a ni eau, ni électricité, encore moins des routes praticables. Et pourtant, à chaque ziara annuelle dédiée à Matar Kaladramé, fondateur du village, Ndramé Ndimbu accueille des milliers de fidèles. Une occasion saisie cette année par ses petits-fils pour interpeller l'État sur les mauvaises conditions de vie des populations. Je crois que les difficultés de Ndramé Ndimbu, personne ne l'ignore. Je pense alors que toutes les réalisations du gouvernement dans les autres cités religieuses doivent se faire ici. Car parmi les conseillers du président de la République figurent des petits-fils de Matar Kaladramé, à commencer par moi-même. Je pense donc que le président sera au courant. Les représentants de l'État promettent aux descendants de Matar Kaladramé un soutien du gouvernement pour la modernisation de la cité religieuse. Le village est un programme spécial. D'ailleurs, c'est le gouverneur qui va l'analyser. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter.
Et pour ce qui est de la ziara annuelle, le gouverneur de la région de Kaolack leur a demandé d'adresser dans les délais une demande à l'État. Et c'est seulement, selon lui, à partir de ces sollicitations que l'État va réagir pour la satisfaction des préoccupations des populations de Dramé Ndimbou. Un atelier de restitution et d'adoption d'une nouvelle stratégie de communication a eu lieu ce matin à Dakar. L'initiative est du ministre de la Gouvernance locale qui vise à améliorer la communication de l'institution. Un budget de plus de 550 millions de francs CFA a été dégagé. À cet effet, plus de précisions avec Ababakar Sadirtop. Rendre plus visibles les activités du ministère de la Gouvernance locale, c'est l'objectif que s'est assigné la cellule de communication du dit ministère. C'est dans cette optique qu'une nouvelle stratégie de communication a été mise en place. Nous venons d'aboutir à la validation de la stratégie de communication et du plan de communication du ministère. Il s'agit là de deux outils extrêmement importants qui devraient permettre une meilleure visibilité des actions du ministère. Parce qu'à l'analyse, on s'est rendu compte qu'il y avait des acquis certes, mais il y avait également beaucoup de limites. Pour les agents du ministère de la Gouvernance locale, il est temps que leurs travaux soient connus. Pour cela, un budget quinquennal de 574 millions est dégagé. Nous avons travaillé avec un cabinet qui a de l'expérience, donc qui a bien évalué les coûts des différentes actions à entreprendre, et nous osons espérer que c'est des coûts réels qui ont été proposés. Maintenant, pour le financement, nous n'avons pas de crainte particulière parce que il y a beaucoup d'actions qui sont en train déjà d'être déroulées par les structures, les programmes, mais également d'autres partenaires du ministère. Au cours de cet atelier de restitution, les élus locaux ont également donné leur point de vue sur le nouveau plan. Ils ont appelé leur homologue maire à s'approprier de cet outil qui leur est destiné. Dans le cadre de la semaine nationale de lutte contre la drogue qui a démarré depuis le 30 mai et qui va se poursuivre jusqu'au 5 juin, l'ONG Jamra apporte sa contribution. Chaque année, la structure organise des manifestations pour sensibiliser les populations sur le VIH-Sida et les méfaits de la drogue. Luistina Sagna. Éloigne-toi de la drogue et préserve ta famille. Voilà le slogan marqué sur le dos des t-shirts de ces écoliers, très jeunes mais conscients des méfaits de la drogue. Dans le cadre de la Semaine nationale de lutte contre la drogue, l'ONG Jamra apporte sa contribution à travers la sensibilisation. La drogue ayant des relations avec le VIH-Sida, il y a des passerelles. Vous savez bien qu'avec les intraveineuses, cette nouvelle problématique pose un problème réel dans la réponse. Raison pour laquelle nous disons dans la lutte contre le VIH, mais par le biais de cette relation toxicomanie-sida, Jamra est en train de mener une bonne prévention et une prise en charge partielle auprès des UDI, des utilisateurs de drogue. L'avenir de notre nation, l'enfant qui doit former le maillon de notre structure sociétale doit être protégé, et c'est dans ce cadre que nous avons dit, dans notre approche, très tôt il faut blinder de la foi la poitrine des enfants pour que cette jeunesse ne soit pas déviée par les fléaux sociaux que sont la drogue, le VIH et les autres fléaux sociaux. La sensibilisation par les plus jeunes sur les conséquences de la drogue, mais aussi la corrélation entre la toxicomanie et le VIH-Sida. Une initiative saluée par le comité interministériel de lutte contre la drogue. L'important naturellement, c'est vraiment lancer des messages de sensibilisation. Mais ici, l'originalité, c'est que, disons, ils organisent un concours de poèmes, quand même, de très haute facture. La société civile sénégalaise est très dynamique sur le plan de la sensibilisation et joue aussi un rôle extrêmement important au niveau de la société civile ouest-africaine en général. Vous le savez, le problème de la drogue comporte plusieurs dimensions. Et la dimension prévention, sensibilisation, réduction des risques. À ce niveau-là, la société civile a un rôle extrêmement important à jouer. Au courant de l'année 2015, une saisie générale de plus de 2 kg de cocaïne, 3301 kg de cannabis a été opérée par les forces de l'ordre, alors que la lutte contre le sida a connu d'énormes progrès.
10 millions de francs CFA, c'est le montant du don octroyé à la population démunie de Yoff Djamalai et l'hôpital Philippe Madeleine Senghor. C'est dans le cadre de la 11e édition du chant dédié à Cheikh Ibrahima Fall, un don composé de matériel technique et de denrées alimentaires. Adjara Sissé. Sensible à la situation des familles diminuées et des malades, un important don de matériel à hauteur de plus de 10 millions de francs CFA a été remis à 200 familles et à l'hôpital Philippe Madeleine Senghor par le cher Mansour Diouf, petit-fils de Serigne Touba. Un geste qui, à l'occasion de cette 11e journée de chant de Mame Cheikh Ibra Fall, rappelle ces gestes de solidarité et de partage. Plus de ça, on va remettre au centre de santé Philippe Senghor un matériel médical d'un plateau technique quand même assez élevé, parce que c'est des couveuses, des tables d'accouchement, des tables gynécologiques, des défibrillateurs, des moniteurs de signaux, etc. Donc qui sont d'une valeur de 10 millions et qu'on va remettre tout à l'heure au médecin-chef. Mais en plus de ça aussi, ces personnes démunies vont manger avec nous aujourd'hui au moins pour qu'on soit sûr que la journée d'aujourd'hui, ils ont mangé à leur faim. Dans un contexte où les grèves sont récurrentes, surtout dans le secteur de la santé et de l'éducation, le cher appelle à ce que les acteurs préconisent le dialogue. De notre côté aussi, l'État, c'est pas parce qu'il fait la sourde oreille, mais parce que l'État veut bien que tout le monde soit dans de très bonnes conditions. D'ailleurs, c'est son rôle, le garant de l'équilibre national, de la paix sociale et de tout ce que vous pouvez imaginer. Donc pour moi, s'il ne fait pas, c'est parce qu'il ne peut pas faire. Donc l'appel que je lance, c'est que les deux parties puissent se comprendre, que l'État essaye tant bien que mal, autant que peut se faire, de satisfaire les doléances des syndicalistes et des employés, et que les syndicalistes aussi comprennent l'État, que si l'État ne peut pas, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Acteur clé de la médiation sur l'affaire des titres fonciers à Ouakam, le chef a longtemps joué un rôle prépondérant dans les actions sociales. Ce don de matériel vient sans doute s'ajouter à la longue liste de bienfaisance du cher. Ainsi, au cours de cette cérémonie, les bénéficiaires ont longuement magnifié ce geste. Respecter le droit des enfants en proposant des programmes exclusivement pour eux dans les médias, c'est le contenu du guide de la CAP que propose donc la CAP aux journalistes. Le guide a été présenté lors d'un atelier organisé par la cellule d'appui à la protection de l'enfance. Plus de détails avec Aïssatou Dioptal. On a tendance à voir des images choquantes à la télévision. Des images qui parfois réveillent la peur chez le petit. Conscient des dommages psychiques chez l'enfant, la cellule d'appui à la protection de l'enfant a élaboré un guide sur l'éthique journalistique et le droit de l'enfant. Nous soumettons à l'approbation des journalistes et des professionnels des médias un guide qui va traiter de comment faire pour traiter l'information relativement aux droits de l'enfant, parce que nous avons vu qu'il y a beaucoup de dérives et que les droits de l'enfant ne sont pas toujours respectés dans le traitement de l'information, le droit à l'image, etc. Et l'UNICEF a accepté également de nous accompagner. Cet atelier dont l'objectif est de valider le projet guide est aussi une occasion pour les professionnels des médias d'apporter des propositions. Après cette phase, la distribution du guide se fera. Nous avons choisi de travailler avec donc, les associations des journalistes, avec les organes qui représentent les journalistes et inviter d'autres journalistes également, de telle sorte que ce soit représentatif. La finalité étant que tous les journalistes qui soient formés aient au moins un moment dans leur formation des notions sur les droits de l'enfant et le respect de ses droits pour que l'enfant soit mieux pris en charge dans les programmes. Ainsi donc, ce guide se veut avant tout un outil d'information mais aussi de plaidoyer pour le respect des droits de l'enfant dans la pratique journalistique. Les amendements et recommandations seront pris en compte. Même si des avancées significatives ont été notées, les professionnels de la pêche artisanale ont toujours besoin d'une formation pour renforcer leurs capacités face à la demande de l'association ouest-africaine pour le développement de la pêche artisanale a initié un projet de la bonne gouvernance de la pêche. Ndeye Fatim Lo. Au Sénégal, la pêche artisanale contribue à la réduction de la pauvreté en offrant des opportunités pour la sécurité alimentaire. Fort de ce constat, il urge dès lors d'outiller les acteurs de la pêche sur les politiques publiques de leur secteur. C'est d'ailleurs l'objectif du projet de renforcement de la bonne gouvernance de la pêche au sein des organisations professionnelles de la pêche artisanale, OPA. Les pêcheurs doivent être capacités en co-gestion. Il y a aussi le commerce, parce que si les mareyeurs ne vendent pas, les pêcheurs aussi
ont des problèmes. La pêche aussi fait l'objet de beaucoup d'exportations dans les pays européens et les pêcheurs ou bien les mareyeurs ne maîtrisent pas toujours les circuits de commercialisation. L'autre aspect aussi des formations, c'est la valorisation des produits halieutiques, notamment la transformation artisanale du poisson. On sait que nous, dans nos pays, le problème de la transformation, c'est les problèmes de qualité, les problèmes d'hygiène, mais aussi les sites de transformation qui sont toujours mal aménagés. La gestion des écosystèmes marins et côtiers, la cogestion des ressources halieutiques et l'aménagement des sites de transformation et techniques de valorisation artisanale des produits de la pêche artisanale font partie des 5 modules de cette formation initiée. À travers ce projet, l'ADEPA aussi va renforcer vraiment la capacité des acteurs à mieux s'organiser pour qu'elle soit plus crédible aux yeux des décideurs, aux yeux des politiques. Les gouvernements seront obligés de les associer parce que si on arrive à avoir un seul interlocuteur au niveau de la pêche qui représente les organisations professionnelles de pêche, qui représentent les acteurs, ils seront incontournables dans les décisions qui seront prises dans le secteur de la pêche. Cette formation de 2 jours va permettre aux acteurs de la pêche artisanale de s'adapter techniquement, physiquement et psychologiquement à leurs fonctions. Il s'agit à la fois d'un apprentissage de connaissances, mais aussi une expérience de nouvelles méthodes. La pirogue en fibre de verre va permettre de mieux protéger les ressources forestières. Elle a une durée de vie plus longue que les embarcations en bois et l'entretien n'est pas aussi onéreux. Le lancement de la phase d'expérimentation de la pirogue en fibre de verre entre dans le cadre du programme de la modernisation des pirogues artisanales. Je vous propose de suivre les explications du capitaine Chersar. Il est le directeur de la protection et de la surveillance des pêches. Non seulement on va préserver nos ressources forestières, donc c'est difficile de trouver le bois qui sert à la construction des pirogues traditionnelles. Ensuite, les pirogues traditionnelles, c'est des pirogues qui durent 5 ans, qui demandent un entretien continu, alors que ces pirogues en fibre de verre donc, tiennent mieux dans l'eau, et donc nécessitera moins d'entretien et moins de financement pour les entretenir. L'objectif de l'État, du ministère, c'est que tous les acteurs possèdent des pirogues en fibre de verre. Après la Côte d'Ivoire et le Gabon, la mission d'affaires B2B in Africa débarque à Dakar. C'est pour développer l'internationalisation des entreprises marocaines à travers cette 3e tournée professionnelle. L'on veut permettre aux entreprises participantes de prendre connaissance du climat des affaires, nous dit El Haj Moussabey. 3e édition du genre, le forum B2B Africa lancé au Maroc depuis 2014 est une mission commerciale qui consiste à créer des synergies entre les entreprises opérant dans une même filière. Cette année, le schéma est axé sur les écosystèmes industriels. Ainsi, les initiateurs reviennent sur l'intérêt du thème et le choix porté sur le Sénégal. Nous sommes à 17% des échanges intra-africains. C'est le taux le plus faible dans toute région dans le monde. Donc ces rencontres doivent contribuer à renforcer les échanges entre les pays africains. Le Sénégal, comme je dis, c'est un pays émergent, c'est en pleine expansion, il y a plein d'opportunités, c'est un pays ouvert. La démarche de la mission commerciale a pour objet d'accompagner la structuration du tissu industriel national autour de filières performantes intégrées. Ainsi, cette escale sénégalaise, après celle de la Côte d'Ivoire et du Gabon, vient d'être entamée pour permettre au Sénégal, considéré comme un pays à forte potentialité, d'offrir ces opportunités. Tout a été mis en place pour que les relations commerciales se fassent d'échanges import-export, c'est-à-dire exportation du Sénégal vers le Maroc, mais également la même chose, exportation du Maroc vers le Sénégal. Pourquoi? Parce que nous avons les opportunités sénégalaises en termes d'exportation. C'est l'or non monétaire, c'est le ciment, c'est les produits halieutiques. Aujourd'hui, nous avons 700 km de côte, du poisson, nous avons des crustacés. En termes d'évolution qualitative, le Sénégal pratiquement est le premier partenaire du Maroc. Nous avons aussi, mais en termes de balance commerciale, il faut voir que notre balance commerciale est excédentaire en faveur du Maroc et déficitaire en notre défaveur. Au-delà de raffermir les relations existantes entre le royaume chérifien et le Sénégal, la démarche ambitionne de développer des écosystèmes régionaux à l'échelle panafricaine.
L'actualité internationale nous mène en Allemagne, en Côte d'Ivoire et au Mali où le secrétaire général de l'ONU plaide pour un renforcement du mandat de la MINUSMA face à l'insécurité au nord du pays. Plus de détails avec Fatou Bintou Diagne. Dans un rapport de 40 pages remis au Conseil de sécurité, le secrétaire général Ban Ki-moon ne cache pas son inquiétude devant la dégradation de la sécurité dans le nord du Mali. Les attaques sont de plus en plus complexes et meurtrières avec l'utilisation d'engins explosifs combinés à des embuscades. Dans ces conditions, il estime que le mandat de la MINUSMA doit être renforcé ainsi que ses capacités logistiques pour répondre à l'environnement hostile auquel la mission est confrontée. Ban Ki-moon propose également que la force de réaction rapide qui compte 650 hommes en Côte d'Ivoire soit redéployée au Mali. 3 ressortissants syriens soupçonnés de liens avec l'organisation État islamique ont été arrêtés en Allemagne. Ils ont été soupçonnés de projeter un attentat à Düsseldorf, à l'ouest du pays, annoncé ce jeudi les autorités allemandes. Les 3 hommes âgés de 25 à 31 ans ont été arrêtés dans 3 länders différents, 2 dans l'ouest, le 3e dans l'est, a indiqué le procureur général fédéral dans un communiqué. Un 4e suspect se trouve déjà en détention préventive en France, où il s'était rendu aux autorités début février. C'est en prison qu'il aurait évoqué ce projet d'attentat en Allemagne qui prévoyait que ces 2 hommes se fassent exploser dans la vieille ville Düsseldorf. Le projet d'attentat n'avait pas de lien avec l'Euro de foot à venir, ont précisé les autorités allemandes. Du sport à présent, et nous parlons des éliminatoires de la CAN 2017. Les Lions sont arrivés hier soir à Bujumbura. L'équipe nationale effectuera son premier galon d'entraînement donc cet après-midi dans la capitale burundaise. Aliou Cissé, qui est revenu sur le match contre le Rwanda, pense que celui contre le Burundi du 4 juin reste capital. Le voici. Travailler ensemble. Être en bloc, être solidaire, jouer au football et c'est ce qu'on a su faire, être efficace.